Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis de la radio ITEME, bonjour. Nous espérons que vous allez bien en ces temps de fin d'année. Vous êtes avec Achille Kamana dans une nouvelle émission en français sur la radio ITEME. Vous avez été habitué à entendre ou à écouter Aline Ndabaga. Malheureusement, il n'est pas disponible aujourd'hui avec moi. Cependant, je suis avec Anissé Kaleye. Anissé Kaleye est en France et c'est avec lui que nous allons réaliser cette émission qui ne sera pas très longue ou qui sera assez courte ou assez brève. Donc, Anissé Kaleye, sans plus tarder, j'aimerais juste que tu ouvres ton micro et que tu salues les auditrices et les auditeurs de la radio ITEME et ensuite, je vais leur présenter les sujets sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui. Anissé, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Achille Kamana. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. J'adresse mes salutations les plus cordiales à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Ça fait longtemps que je ne participais pas à cette émission, mais je pense que nous allons essayer d'échanger au cours de ce temps bref auquel nous allons voir avec vous. Merci. Tu es le bienvenu et je te remercie aussi de toujours accepter ces invitations. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler bien sûr du Rwanda. Nous sommes originaires du Rwanda. Nous sommes dans l'activisme pour, disons, la restauration de la dignité humaine au Rwanda. Et justement, ce canal nous permet de partager nos idées, d'informer le public, la communauté internationale de ce qui se passe au Rwanda. Premièrement, nous avons eu une triste nouvelle samedi le 2 décembre. Nous avons appris le décès de l'ancien Premier ministre du Rwanda, Monsieur Faustin Twagiramungu. Il est décédé chez lui, à domicile, et tantôt Anissé Kaleye va nous dire qu'est-ce qu'il connaît de lui et qu'est-ce qu'il retient de ce monument ou bien de cette icône de la politique rwandaise. Ensuite, nous allons parler aussi de la situation économique au Rwanda qui s'aggrave de jour en jour. En ce moment, les Rwandais font face à un fléau que le gouvernement peine à résoudre, mais par manque de volonté. Pas parce que les ressources manquent, mais il s'agit d'un programme politique visant à faire en sorte que la population soit tout le temps préoccupée pour sa survie et non préoccupée pour son émancipation. Enfin, nous allons tenter aussi de parler de la situation diplomatique concernant le Rwanda et la sous-région des Grands Lacs, ou bien aussi la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Donc, sans plus tarder, Anissé Kaleye, j'imagine que toi aussi tu as appris cette triste nouvelle du décès de Faustin Twagiramungu. Qu'est-ce que tu connais de ce monsieur dans la politique rwandaise, dans l'histoire de la politique rwandaise? Qu'est-ce qu'on peut retenir de monsieur Faustin Twagiramungu? À toi la parole. Merci encore une fois, Achille. Tu as très bien fait d'amener ce sujet sur la table. Le sujet de rendre un hommage appuyé et mérité à feu Faustin Twagiramungu. Faustin Twagiramungu, c'est quelqu'un qui est très connu dans la politique rwandaise. Nous l'avons connu dans les années 1990. Vous savez, on a connu une très longue période de parti unique. Et puis avec la constitution du 10 juin 1991, le multipartisme a été autorisé. Après cette date de juin 1991, on a vu émerger beaucoup de politiciens qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait très peu, dont justement un certain Faustin Twagiramungu. C'est quelqu'un qui a fait partie des gens qui ont
rénové le parti MDR parmi Hutus. Il était d'ailleurs le président. Et puis, nous l'avons connu grâce à ses prises de parole. C'est quelqu'un qui avait une éloquence qui sortait de l'ordinaire. C'est quelqu'un qui savait choisir ses mots. C'est quelqu'un qui savait toucher les foules. Mais c'est quelqu'un également qui avait du fond. Parce que ce qu'il disait correspondait à la réalité du pays. Et les propositions concrètes qu'il avançait correspondaient également aux aspirations du peuple rwandais. L'on se souviendra certainement de la proposition qu'il avait à l'époque, qui lui a valu son surnom de Rukokoma. Il voulait qu'il y ait une conférence nationale au Rwanda pour discuter, pour débattre de l'histoire et de l'avenir du pays. Les conférences nationales étaient à l'époque d'actualité parce que ce n'est pas seulement au Rwanda qu'il voulait les faire, c'est qu'il s'inspirait de ce qui se passait à l'époque. Il y avait eu des conférences nationales à Kinshasa, au Zaïre à l'époque, il y en avait eu au Bénin, il y avait eu dans d'autres pays, et il voulait que ce soit le cas au Rwanda. Mais ceux qui étaient au pouvoir ne voulaient pas en entendre parler. Et donc, il proposait, il appuyait cette proposition. Et puis, on sait ce qui s'est passé, c'est qu'avec les confrontations des uns et des autres, avec la guerre, avec le génocide, la conférence en question n'a jamais eu lieu. Et pourtant, tout le monde sait, si vous suivez l'actualité rwandaise, si vous essayez de suivre la politique rwandaise, vous savez que la conférence ferait beaucoup de bien à la communauté rwandaise. Voilà. Mais ce que l'on retiendra certainement de Faustin Twagiramungu, c'est sa consistance de sa ligne politique. Donc c'est quelqu'un qui voulait unir les Rwandais, qui voulait que les Rwandais se donnent la main, de tous bords, qu'ils soient de différentes ethnies, qu'ils soient de différentes régions. Lui, ce qu'il voulait, c'est que les Rwandais se donnent la main. Je me souviens que des fois, pendant la période chaotique qu'a connue notre pays, le Rwanda, entre 1991 et 1994, il y avait des remous politiques. Il y avait beaucoup de confrontations. Mais des fois, on voyait que il était de l'opposition, bien sûr, il était de l'opposition, mais il lui arrivait de soutenir une proposition du président Habyarimana, ce qui lui valait beaucoup de critiques de la part de ses amis opposants. Mais lui, comment il s'expliquait, il disait, si une idée vient du président Habyarimana et que ça épouse ma propre logique, je ne vais pas la refuser parce que ça vient de l'autre camp. Donc c'est comme ça qu'il était. Et puis on sait que après le génocide et la guerre en 1994, il est devenu Premier ministre. Et là, il ne s'est pas laissé retourner par les nouveaux hommes forts qui venaient d'arriver au Rwanda. Je vais dire les dirigeants du FPR Inkotanyi, alors qu'ils en auraient bien voulu. Lui, il a continué sa ligne jusqu'à ce qu'il soit clair que le FPR et les idées de Faustin Twagiramungu n'étaient plus compatibles. Donc, il a démissionné. Bon, le FPR dit qu'il a été révoqué, mais de toutes les façons, il a quitté le pouvoir, il s'est réfugié en Belgique
et il a continué sa ligne là jusqu'à sa mort. Donc, je retiens la consistance de la ligne politique qu'il s'était choisie et je retiens également que c'est quelqu'un qui voulait unir les Rwandais, qui vraiment tournait le dos à toutes formes de division. Et ce sera peut-être l'héritage qu'il va laisser aux politiciens rwandais de maintenant et de l'avenir. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est ce que je retiens de lui, Achille. Merci Anissé pour ce bel hommage à ce grand homme, à ce grand politicien rwandais de l'histoire du Rwanda. Moi, faisant partie des gens qui l'ont connu dans vraiment mon jeune âge, je pense que j'avais 10 ans ou 11 ans, je retiens beaucoup un homme qui était charismatique, un grand orateur. Il dominait l'espace public. Quand il parlait, il était très difficile de pouvoir le contredire parce que c'était un homme de conviction et qui savait très bien verbaliser ses convictions. Au-delà de ça, c'était un homme qui connaissait très bien la chose publique, c'est-à-dire que c'était un homme qui croyait à l'état de droit et qui croyait beaucoup, qui militait beaucoup pour l'unité nationale ou bien l'union ou l'unité des Rwandais. Enfin, c'est un homme qui n'a jamais reculé devant ses convictions. Il a lutté contre la dictature du président Habyarimana. Il a lutté aussi contre la dictature sanguinaire, très oppressive de Paul Kagame. Et même durant le temps où il était en exil en Belgique, il a continué à participer à plusieurs émissions. Mais je voudrais le remercier. Je l'ai déjà fait avant son décès, mais je voudrais le remercier parce que dans les dernières années, il s'adressait beaucoup à la jeunesse rwandaise. Il nous interpellait beaucoup sur le patriotisme. Il nous interpellait beaucoup sur la nécessité de changer le régime politique au Rwanda et nous allons continuer cette lutte. Donc, merci beaucoup Anissé Kalégué pour le bel hommage que tu viens de rendre à l'ancien Premier ministre du Rwanda, M. Faustin Twagiramungu. J'en profite pour présenter au nom de la radio ITM, au nom de l'Alliance rwandaise pour le changement, nos condoléances les plus attristées à sa famille et à son organisation politique, RDI Rwanda Nziza. Donc, continuons notre émission. Nous allons parler à présent de la situation économique au Rwanda, une situation qui est très grave. Les devises manquent sur le marché. Les gens meurent de faim. Il y a une famine sans précédent. Il y a beaucoup d'inégalités. Donc, il y a une petite minorité qui est très riche. C'est elle qui organise toutes les activités que vous voyez comme Giant Africa, qui invite tous ces stars mondiales au Rwanda. Et il y a une grande majorité de la population, toute diversité confondue, qui vit sous une pauvreté extrême. Les gens vivent au Rwanda en ce moment. Au-delà de ça, nous avons une jeunesse. Si je parle des garçons, la majorité d'entre eux sont utilisés pour perpétrer l'oppression envers les autres Rwandais, envers les autres citoyens. D'autres sont enlevés pour aller faire partie du M23, qui est le soi-disant mouvement qui lutte pour les droits des rwandophones ou bien des Tutsis congolais. Mais on sait très bien que qui parle du M23, on parle de Kagame. Et les jeunes filles n'ont pas d'autre choix que de vendre leur corps au premier venu. Donc, Anissé Kalégué, qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation économique, surtout cette famine et cette pauvreté extrême dont font face les Rwandais? Bon, le problème au Rwanda, c'est que nous voulons égaler les grandes puissances économiques. Nous claironnons, enfin, je parle du pouvoir et politique qui au Rwanda veut montrer que le Rwanda est un pays très développé, est un pays avancé économiquement, alors qu'il n'en est rien. Et quand justement tu prends cette option-là de montrer que tu n'es pas ce que tu es, de montrer que tu es ce que tu n'es pas, je pense que c'est ça, il y a beaucoup de conséquences.
Premièrement, tu as parlé, Achille, des inégalités. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. D'abord, il y a des inégalités un peu partout ailleurs. Mais au Rwanda, tu l'as aussi bien souligné, c'est comme si c'était voulu. D'abord, tu vois les salaires, la grille des salaires. Il y a normalement l'Organisation internationale du travail, OIT, indique, il y a peut-être, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais normalement, l'Organisation internationale du travail interdit aux pays membres d'avoir beaucoup de disparités entre les grilles salariales. Mais au Rwanda, tu vois quelqu'un qui touche 100 000 francs rwandais et quelqu'un d'autre, un haut fonctionnaire qui touche 2 millions. Donc, ça veut dire un écart 20 fois plus. Là, c'est le premier point. Ça veut dire la grille salariale. Et normalement, c'est interdit. Mais au Rwanda, c'est le cas. Ce qui veut dire que toi, si tu es, donc, parce que ça va de pair aussi avec la situation sociale, vous avez, disons, et même au niveau d'études, disons, vous avez une licence en droit ou en économie. Et toi, tu viens, tu trouves un boulot, enfin, pas un petit boulot, mais tu trouves un boulot normal, tu touches 100 000 francs, et ton condisciple, ton ancien collègue de l'université touche 1 500 000. Parce qu'il a pu monter un peu en grade. Et monter en grade, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des appuis au niveau politique. Voilà. Et donc, le problème, c'est ça. Pour que tu puisses monter en grade, tu dois chercher des appuis, des pistons au niveau politique. Et là, justement, c'est ce que tu disais que c'est voulu, c'est que pour que tu puisses avoir un salaire convenable, il faudra que tu t'appuies sur des soutiens politiques. C'est ce qui se passe là-bas. Là, c'est le premier point, c'est les inégalités salariales. Deuxième point, c'est beaucoup de chômage. Il n'y a pas assez d'emplois au Rwanda au vu des gens, maintenant des jeunes qui terminent leurs études. Alors même qu'on devrait penser à ceux qui n'ont pas fait d'études. Mais même les gens qui terminent les universités ont du mal à trouver du travail. Donc, il y a les inégalités salariales, il y a le problème de chômage et il y a le problème de corruption. Au Rwanda, justement, c'est ce que je disais, on veut qu'on claironne partout, que c'était un modèle de développement, c'était un modèle de lutte contre la corruption, mais le Rwanda est champion plutôt de la corruption. C'est le népotisme. Le peu de travail qu'il y a est accordé aux enfants issus des familles que j'appellerais nobles. Il y en a. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, tu vas voir ces inégalités maintenant, qu'il y a une aristocratie qui est en train de se créer, parce que le travail, étant comme il y a très peu d'offres, le travail sera attribué aux enfants des familles nobles. Et le prolétariat, les enfants issus du bas peuple, n'auront pas de problème, n'auront pas de travail. Ce qui va créer justement d'autres inégalités sociales. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais globalement, Achille, la question que tu posais, c'était de savoir, au niveau économique, ça va très mal. Donc, je parlais des inégalités, mais les salaires en général sont très bas pour ceux qui ont la chance d'avoir du travail.
il y a beaucoup de chômage, mais il y a également ce problème de fossé qui est en train de se créer, socialement parlant, entre l'aristocratie qui se crée et le bas peuple. Mais sinon, la pauvreté est patente. Je pense que tout le monde suit l'actualité et les prix montent, les salaires ne montent pas, et puis il y a des gens qui n'ont pas de revenus. Beaucoup, très nombreux. Les Rwandais n'ont pas de revenus. Et parmi les solutions, et je termine là-dessus, Achille, parce que je pense que tout le monde sait ce qui se passe là-bas, c'est que, à la recherche de solutions, le gouvernement avance encore de façon inégalitaire. Ça veut dire met en avant des solutions qui sont normalement, qui devraient être interdites par la loi, et qui sont d'ailleurs. Je vais parler, disons, alors je prends l'exemple de, je ne sais pas Achille si tu suis, mais il y a des magasins qu'on appelle AmiShop. AmiShop, c'est quoi? Ce sont des magasins qui vendent à prix réduit des prix alimentaires, des prix des produits alimentaires et surtout sont bas par rapport à d'autres magasins. Et AmiShop, c'est une solution qui a été trouvée pour faciliter la vie aux membres des forces armées, aux membres de la police et actuellement aux membres, je crois, ceux qui font les rondes nocturnes là. Maintenant, je crois qu'ils sont admis également. Donc, ça veut dire, au lieu de trouver une solution globale pour tout le monde, on privilégie les gens qui protègent le pouvoir. Donc, je dirais, Achille, pour te répondre très brièvement, le problème économique au Rwanda, c'est de la précarité, c'est de la pauvreté très criante. Et malheureusement, les solutions qui sont proposées ne sont pas à la hauteur. Merci. Merci beaucoup, cher Anissé, pour cette description très brillante de la situation économique au Rwanda, surtout au niveau de l'emploi, du chômage et des impacts ou des conséquences qui en découlent, dont la pauvreté et la famine qui sévissent au Rwanda en ce moment. Effectivement, le régime de Paul Kagame est bâti sur l'oppression, une oppression sanguinaire envers sa propre population. Et pour ce faire, ils doivent clairement avoir des outils. Et les outils qu'ils utilisent, c'est l'armée, la police et puis toutes ces, moi j'appellerais ça des milices, qui sont au sol du régime. Et l'autre partie qui constitue le pouvoir de Paul Kagame, c'est le pillage des ressources naturelles ou des ressources minières en République démocratique du Congo, ce qui a constitué les causes principales de l'insécurité qu'on voit à l'est du Congo, l'insécurité qui est toujours d'actualité, une insécurité face à laquelle plusieurs États de la sous-région ont tenté d'arrêter ou de stopper à travers les accords de Luanda et de Nairobi. Et là, ce qu'on entend, c'est que, en fait, suite à ces accords, il a été convenu de plusieurs étapes pour amener à la désescalade au niveau du conflit et amener la finalité, en fait, c'était que les Congolais qui ont pris les armes pour constituer les différents groupes de rebelles qui sont en République démocratique du Congo étaient supposés faire partie de plusieurs programmes ou bien d'un programme de réinsertion sociale au sein de la société congolaise.
et les groupes armés issus des pays étrangers tels que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda devraient discuter avec les États ou bien avec les gouvernements de ces pays pour aboutir à des processus ou bien à des démarches qui mèneraient à la paix durable dans la sous-région. En ce moment, ce qu'on voit, on voit un gouvernement, on voit le gouvernement de la République démocratique du Congo lever le ton sur l'agression dont ils sont victimes et surtout lever le ton sur l'inefficacité de toutes les procédures ou les processus qui ont été mis en place, notamment la MONUSCO. On sait que ce mois de décembre, la MONUSCO doit commencer à quitter le pays et nous savons aussi que l'armée des pays de l'Afrique de l'Est doit aussi plier bagage, c'est-à-dire que la mission à laquelle ils se sont donnés n'a pas été remplie, n'a pas été accomplie. Au-delà de ça, on sait que la SADC, donc la communauté des pays d'Afrique australe, envisage envoyer des contingents qui, eux, auront un mandat différent de ceux de l'armée de l'Afrique des pays de l'Afrique de l'Est, et leur mandat serait directement d'imposer la sécurité ou bien d'imposer l'ordre sur le territoire congolais. On a un changement de paradigme, on a un changement de cap, et au-delà de ça, on fait face à une impasse entre le gouvernement congolais et le gouvernement du Rwanda, parce que le gouvernement du Rwanda, hypocrite qu'ils sont, essaye de retarder toutes ces manœuvres, toutes ces stratégies menant à ce que la RDC soit un pays paisible, tandis qu'au niveau de la RDC, l'OTAN monte face à Kigali, en les responsabilisant, en rappelant à la communauté internationale qu'ils sont responsables de la situation de l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, sans plus tarder, j'aimerais, Anissé, que tu nous partages, je pense que tu as suivi toutes ces nouvelles, peut-être que j'en oublie aussi, mais toi, je pense que depuis l'année passée, on a essayé de présenter à nos auditrices et à nos auditeurs notre analyse de la situation, et on soutenait beaucoup les accords de Luanda et de Nairobi qui visaient justement à aboutir à la paix durable dans la sous-région, mais là, on voit que c'est impossible de le faire dans ces moyens qui avaient été mis en place. Donc, en ce moment, est-ce qu'on s'en va vers une guerre ouverte et directe entre la RDC et le Rwanda? Et puis, quand je parle du Rwanda, il faudrait comprendre que la population rwandaise qui vit dans la famine, dans la pauvreté, et même la diaspora rwandaise qui est très divisée sur cette question, ne soutient pas Paul Kagame dans cette guerre qu'il mène pour ses propres intérêts. Donc, Anissé, je pense que ça va couvrir le dernier point que nous allons aborder. Que pourrais-tu nous dire sur l'évolution de la situation, même s'il y a escalade au niveau des tensions entre les deux pays? Je te remercie encore une fois, Achille. Je pense que tu as suivi l'actualité de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le sommet qui a eu lieu à Arusha en Tanzanie il y a un peu plus d'une semaine a vu des discussions très, très intenses. Ça veut dire les gens qui voulaient, la communauté en question voulait prolonger le mandat de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, alors que le Congo s'y opposait. Les discussions ont duré longtemps. Il y a eu des divergences d'opinion, et puis finalement, les discussions ont eu lieu à huis clos. Donc, pour dire que c'était vraiment tendu. Et finalement, la décision qui a été prise, c'était de ne pas prolonger le mandat de cette force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Pourquoi est-ce que le Congo s'opposait au renouvellement du mandat? C'est que le Congo soupçonne les membres, les pays qui avaient envoyé des contingents au sein de cette force de participer ou d'être de connivence avec le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23. Effectivement, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup
de raccourcis peut-être, mais il y a beaucoup de difficultés à cerner certaines prises de position, notamment de la part de l'Ouganda et du Kenya notamment, pour ce qui est de la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, le président Tshisekedi, qui, dès son arrivée au pouvoir, avait essayé de se rapprocher du pouvoir du FPR, de Paul Kagame et de son armée pour essayer de résoudre cette crise, a vu d'abord que pour Kagame, dont ces discussions n'étaient pas très sincères, il lui disait une chose et il faisait le contraire derrière. Donc, il s'est éloigné de lui, mais il a vu également que les pays de la région soutenaient Paul Kagame sans le dire. Donc, c'est pour cela que le mandat de la force et de la communauté de l'Afrique de l'Est n'a pas été renouvelé. Je me souviens d'ailleurs que au mois d'avril, il y a le général qui s'appelait le général Nyaga qui commandait la force du contingent du Kenya, a dû démissionner parce qu'il était accusé d'être de connivence avec la rébellion du M23 et donc avec le Rwanda. Et donc c'est à ce moment-là que le Congo s'est retourné surtout, il s'appuie sur le Burundi. Le Burundi, maintenant que le Rwanda accuse de soutenir les FDLR et l'armée congolaise, parce que les Burundais, eux, sont du côté des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela également. Donc il y a le Burundi, mais les autres pays étaient soupçonnés par la République démocratique du Congo d'être du côté du M23 et du Rwanda. Et puis après, Félix Tshisekedi s'est résolu à se tourner vers la SADC, donc la communauté des pays de développement de l'Afrique australe, la SADC. Ils ont normalement, je pense, déjà acté le fait qu'il y aura une force de la SADC qui va remplacer la force de l'EAC. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, en 2013, je crois, c'est la force de la SADC qui avait mis un terme à l'occupation du territoire de l'Est de la République démocratique du Congo par le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, Tshisekedi et son gouvernement, de son pouvoir, pensent que ça peut être le cas actuellement. Mais on verra comment ça va évoluer. Ce qu'on sait maintenant, c'est que je suivais l'actualité, le Kenya a dit que il se donne 30 jours pour retirer tout son contingent de la République démocratique du Congo. L'Ouganda fera forcément de même. Le Burundi peut peut-être rester parce qu'il s'entend très bien avec le Congo, mais après, il y aura la force de la SADC. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que il y a toutes ces suspicions? C'est, je pense, parce qu'il y a le Rwanda, bien sûr, qui soutient le M23, mais le Rwanda, je pense qu'il est aussi sous-traitant d'autres puissances. C'est ça le problème. Et des puissances qui ont beaucoup de pouvoir. Et donc, même si la SADC vient là, s'il n'y a pas la volonté des grandes puissances qui ont des intérêts dans cette région et qui veulent justement que l'insécurité persiste pour qu'ils puissent en tirer parti, et je pense que même le départ de l'EAC ne résoudra pas le problème.
Donc, il y aura un problème. Donc, il y a un problème déjà militaire. Les forces de l'EAC, tout ça. Il y a un problème diplomatique parce que l'accord qui a été conclu à Luanda n'est pas mis en œuvre. Mais il faudra également un autre niveau de diplomatie pour convaincre ces grandes puissances qu'il n'est pas dans l'intérêt de la paix de la région de continuer à perturber la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que c'est ça. On va continuer, Achille, toi et moi, nos auditeurs et tous les observateurs, on va continuer à suivre. On verra ce qui va se passer. Mais en tant que Rwandais, on aimerait effectivement que le gouvernement rwandais arrête la sous-traitance accordée par les grandes puissances et arrête définitivement de soutenir la rébellion du M23, arrête définitivement de perturber la paix du pays voisin et frère de la République démocratique du Congo. Merci Achille. Merci beaucoup, cher Anissé Kaleye, pour cette présentation ou bien cette analyse de la situation diplomatique qui concerne le Rwanda et la sous-région des Grands Lacs, mais aussi cette région des pays de l'Afrique de l'Est. Je voudrais juste rajouter, avant de terminer notre émission, que aussi longtemps que Paul Kagame et ses collaborateurs seront animés ou seront motivés par son esprit hégémonique, seront motivés par le fait de pouvoir piller les ressources minières de la RDC à ciel ouvert sans aucun contrôle, la paix sera impossible. Ça fait 30 ans que la paix n'existe pas dans cette région des Grands Lacs. Et donc, il faudra que Kagame cesse. Et s'il ne veut pas cesser, il faudra unir nos forces pour l'arrêter dans ses ambitions personnelles, mais qui emportent des millions de vies de personnes innocentes, des personnes qui devraient être chez eux, des personnes dont les enfants, parmi lesquels les enfants devraient être à l'école, en train de penser à leur avenir, en train de penser à leur famille, en train de penser à leur pays. Et donc, les activités de Paul Kagame sont anti-africaines, je tiens à le rappeler, et elles n'avantagent aucunement l'émancipation des peuples, que ce soit au Rwanda et dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, je voudrais vous dire merci d'avoir écouté notre émission et à très bientôt. Cher Anissé, merci beaucoup encore d'avoir accepté cette invitation et merci pour ta contribution pertinente et inconditionnelle. Merci. Merci à toi, Achille. Merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Merci. Merci, à très bientôt.